Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Je dois dire que j'attendais cette interview avec beaucoup d'impatience, parce que je me suis rendu compte qu'on était toutes, en tant que freelance ou indépendantes, peu à savoir vraiment vendre. Combien de devis ou de lettres de mission rédigées pour rien? Combien de situations décevantes en recevant un simple refus par mail d'un éventuel prospect alors que c'était plutôt bien parti? Or, pourtant, un des sujets principaux lorsqu'on est à son compte, c'est quand même de réussir à vendre à des clients. Vendre pour rentrer du chiffre d'affaires. Parce que si tu ne vends pas, tu ne fais pas de chiffre et en gros, t'as beau avoir un beau diplôme, ça ne sert à rien. Donc, vendre est clairement une qualité sous-cotée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Nouad, machine de guerre commerciale, nous livre une vraie masterclass pour repenser son process de vente et pour réussir à convertir un max de prospects. Préparez de quoi noter parce que c'est franchement pépite. Bonjour Nouad. Bonjour Estelle. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Dis-moi. Écoute, je vais bien. Là, je suis sur une bonne vibe, comme on dit. Ah, j'adore quand tu me parles de vibe. Enfin, en tout cas, moi, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Alors parce que je sais pas si tout le monde te connaît, mais je suis sûre qu'en fait, tu ne demandes qu'à être connue. Donc, je vais un peu expliquer comment je t'ai connue auprès des auditrices. En fait, moi, j'ai connu Nouad grâce à INSEF de Ma Juste Valeur et grâce à Héloïse Boll d'Oseille et compagnie. Et Nouad, en fait, a contribué aussi en tant qu'experte dans le bouquin qu'elles ont écrit toutes les deux, d'Autune aux citoyennes. Donc, je vous encourage à aller l'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et Nouad, tu es intervenue en tant que consultante en développement commercial. Et comme ce que tu racontes en fait était extrêmement pertinent parce que moi j'ai bien lu le petit encart, tu sais, comment faire pour se vendre, voilà, en réalité comment on fait pour gagner plus de sous et plus d'argent pour sa boîte. En fait, moi j'ai voulu quand même t'inviter sur mon podcast parce que forcément l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Et en fait, je crois que ton surnom, justement, c'est machine de guerre commerciale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est machine de guerre commerciale et surtout concrètement, comment toi, tu aides tes clients aujourd'hui à gagner justement cette guerre commerciale? Écoute, merci en tout cas de m'inviter. Et je suis ravie parce que moi aussi, quand j'ai lu tes pages, je me suis dit waouh, elle explique trop bien, c'est génial. Et donc, je crois que c'est toutes les deux, ça a été une chouette rencontre. Pourquoi machine de guerre commerciale? Au début, je l'ai fait pour rire parce que je cherchais un nom un peu sympa à coller à mon nom sur LinkedIn. Et puis, j'en discutais avec quelqu'un et je cherchais un truc autour de construire une machine de vente, autour du truc hyper solide. Et moi, j'ai souvent dit à mes clients que j'étais un bulldozer. On m'a souvent dit que j'étais une machine de guerre un peu parce que j'ai une grosse capacité de travail et que j'y vais, quoi. Et en même temps, ça me faisait rire que ce soit un vocabulaire guerrier parce que en fait, il y a rien de guerrier en moi, quoi. Moi, vraiment, j'ai plutôt un profil de médiation, dans la négociation. Je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans la collaboration et qui suis beaucoup allé chercher plutôt, alors je vais pas dire de la douceur et de la bienveillance, que c'est galvaudé, mais en réalité, plutôt à construire, à pas aller dans le conflit et à être en dehors de cette image de la vente, on y va avec le couteau entre les dents, quoi. Et c'est vraiment des trucs que moi, quand je forme, j'essaye de complètement couper cette façon de voir les choses parce que on peut pas obtenir quelque chose. C'est comme si on voulait se marier avec quelqu'un et que on aille et puis on pourrisse la personne quand on la rencontre, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie et c'est pas comme ça que ça se passe dans la vente. Ouais, le forceur, en fait, on n'aime pas trop. En fait, c'est ça le sujet. Et en fait, moi, j'adore en fait ce que tu me racontes sur cette histoire de pourquoi machine de guerre commerciale, parce que c'est vrai, tu vois, chez les femmes, on a un peu du mal justement à se dire bon bah voilà, on n'est pas trop forceur sur la question de la vente.
Et en fait, moi, pour un peu t'expliquer aussi pourquoi j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est que régulièrement, lorsque moi je reçois des femmes, toutes entrepreneurs évidemment au cabinet pour les aider, plus particulièrement sur les questions juridiques, en fait, régulièrement, on va très vite aborder les questions de chiffre d'affaires. Donc forcément, tu vois combien d'argent tu vas réussir à générer pour ta boîte, notamment, tu sais, lorsqu'il y a une question de choix de statut qui va se mettre forcément qui se pose parce que voilà, il y a un plafond qui est imposé par l'administration fiscale et que du coup, tu dois changer de statut quand tu atteins un certain plafond. Et en fait, en discutant avec elles régulièrement, je me rends compte, moi, de mon côté, que souvent, soit elles ont du mal à se vendre, sinon, en fait, elles acceptent de vendre leurs prestations à des prix qui, en réalité, en fait, ne leur permettent pas de bien marger ou bien de bien en vivre, en fait, d'où l'épisode avec toi. Et pour le coup, je voulais te poser vraiment une question générale et en fait, on ira de plus en plus dans le détail. Comment on fait pour réussir à vendre ce qu'on propose en tant que prestat, tu sais, sur les services? Comment toi, si moi demain, tu vois, je viens te voir, je dis: «Mais en fait, Nouad, j'ai un problème, j'arrive pas à vendre. Comment je fais pour réussir, à vendre?» Parce qu'en plus, tu sais, cette question de pas être forceur, c'est hyper, important parce que je pense qu'on est beaucoup, surtout quand on est une femme, à pas, avoir, tu sais, ce truc de dire: «Bah, j'ose pas, est-ce que si je le relance 10 fois, ça va être un peu lourd?» Comment toi tu fais, en fait? Ce genre de questions, elles me font toujours peur parce qu'en fait, tu sais, quand c'est une matière qui est ton champ d'expertise, c'est un espèce de, tu vois, un truc énorme dans ta tête de tout ce que ça représente. Alors, je vais prendre tes nombreuses questions dans l'ordre. La première chose, c'est pourquoi c'est difficile pour les femmes, c'est ce que j'entends. Hein, et je sais que tu dois vivre ce que moi je vis au quotidien quand j'accompagne des femmes, c'est que dès qu'on doit parler d'argent, dès qu'on doit parler de valeur ou de prix, on est tout de suite dans un truc qui est très douloureux, très compliqué, et où c'est presque honteux d'en parler de façon cash ou de. Il y a un petit côté, c'est un peu sale, quoi. Et c'est pas, alors c'est féminin, mais ça peut aussi l'être chez les hommes selon l'éducation qu'on a et comment on a vécu. Le sujet de l'argent, il est culturel et émotionnel. Il est à la fois le fruit de la société dans laquelle on évolue et de la place qu'on a dans cette société, mais il est aussi le fruit de notre éducation et de ce qu'on a comme vécu avec l'argent. Si, moi je dis toujours, s'il y a un truc que une population dans sa quasi-majorité a, je suis pas sociologue, hein, mais en tout cas, si 99,9% des femmes ont du mal à se vendre, ont du mal avec l'argent, ont du mal à imposer leur prix ou en tout cas à avoir confiance en elles, moi je finis par me dire que c'est systémique. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Donc, du coup, si je suis une femme, parce que forcément mes auditrices, hein, c'est beaucoup plus des femmes qui vont écouter le podcast. Du coup, ça représente en fait un effort supplémentaire pour elles pour réussir à se vendre. En fait, c'est vrai, c'est tout le sujet. Bah, je pense qu'il y a un, quand on est à son compte, c'est un miroir où on est nu. Enfin, tu vois, tout ce qu'on pouvait se raconter en tant que salarié, on l'a plus quand on est entrepreneur. Donc, pour moi, être entrepreneur sans avoir un accompagnement minimum de développement personnel, de psy, de tout et n'importe quoi, mais qui permet en fait, peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas quelque chose qui va nous permettre, même dans des discussions avec des amis, de prendre de la distance et de comprendre pourquoi on est comme ça. Parce que en fait, souvent, c'est quand on reste isolé sur des questions ou des peurs qu'on a, qu'on les dépasse pas. Moi, quand j'accompagne des personnes, je leur fais pas une psychothérapie, mais j'essaye quand même de leur montrer, de leur prouver que elles se racontent des histoires. Et la première histoire qu'on se raconte et qu'on nous a racontée, parce que c'est aussi je le vois beaucoup avec les avocates et ça me rend dingo. Parfois, je leur dis, mais pourquoi tu vends pas à ce prix-là ou pourquoi tu fais pas tel type de facturation? Et elles me disent, ah oui, mais parce que en fait, on m'a dit que c'était pas possible, c'est pas que c'est comme ça. Je dis, mais qui? Et quand on remonte, c'est leur patron d'il y a 10 ans, qui est à la retraite aujourd'hui. Oui. Mais ce qui était vrai pour, je vais pas lui donner un prénom parce que je veux me fâcher avec personne, mais je donne souvent. Ce qui était vrai pour ce monsieur avocat qui a peut-être repris le cabinet de son papa il y a what 1000 ans où tu trouvais des clients en déjeunant Oui. avec eux jusqu'à 17h. Et c'est pas aujourd'hui, Doudou, hein. La réalité, elle a changé. Et c'est pas parce que toi, t'y es pas arrivé que Estelle ou Rosa ou une autre avocate ne peut pas y arriver. Donc en fait, il y a les freins qu'on nous met parce que c'est pas très beau de parler d'argent quand on est une femme. Et l'argent chez les femmes, il est récent en fait. Oui. D'avoir son propre argent, d'avoir son propre compte en banque.
c'est des trucs qui ont moins de 60 ans. C'est Enfin, ça. c'est Alors moi, j'ai plus. la date, c'est 1965 pour les auditrices, parce que c'est seulement à partir de 1965 que les femmes, en fait, ont pu avoir un compte en banque à leur nom. Donc en fait, c'est clairement, ça fait même pas 100 ans. Donc en fait, on est un peu, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour le coup. Donc c'est notre relation à l'argent. Il y a, en gros, si je comprends bien, il y a, donc ce que tu expliques, c'est que il faut aussi un peu se poser 3 secondes et se dire comment t'as éduqué par rapport à l'argent. Est-ce que t'en parlais aussi dans ta famille tout au long de ta carrière? Est-ce que tu as une facilité à parler de cet argent? Si tu n'en as pas, c'est vrai que bah, tu pars avec vraiment un handicap à partir du moment où est-ce que tu souhaites te lancer à ton compte en tant qu'indépendante et négocier tes prix, écrire un devis, l'envoyer, rappeler le client. En fait, tout ça, ça devient des épreuves insurmontables dans ta vie d'indep, quoi. Et puis souvent, en fait, on prend pas le temps d'aller discuter avec du monde. Moi, quand on me contacte sur LinkedIn ou ailleurs, c'est quelqu'un qui va faire exactement la même chose que moi et qui se lance et qui me demande de m'en parler. Franchement, je prends le temps et je leur donne tout de suite les prix du marché. Pourquoi? C'est dans mon intérêt, moi. Eux, ça leur permet de pas se vendre trop peu cher. Mais moi, ça me permet que la concurrence qui arrive, elle soit pas en train de se brader. Alors, je le fais pas pour ça, je le fais parce que je trouve ça bien d'échanger de l'information. Mais en fait, il y a plein d'infos qui sont disponibles et qu'on ne demande pas. Alors que, en fait, si deux avocates qui se rencontrent, il y en a une, elle se rend compte qu'elle est trop basse par rapport à l'autre, bah, en fait, l'autre, elle va être contente que de lui donner l'info. Ah bah ça c'est un vrai sujet, hein. Enfin après moi je parle vraiment pour effectivement tout ce que je connais, hein. Tu vois le marché de l'avocat, c'est vrai que tu sais il y a une espèce de peur aussi chez les avocats qui est très forte, hein, parce que comme tu sais entre l'IA, tout ce que tu peux trouver sur bah, les réseaux sociaux et puis en fait, tu as certaines personnes qui vont aussi faire, tu sais, de la création de contenu bêtement en fait sur les parties un peu, juridiques, comptables ou encore financières, tu vois? En fait, tu peux très vite te dire: «De toute façon, l'information elle est disponible, pourquoi les gens en fait viendraient chez moi et me paieraient à ce prix?» Et en fait, pour le coup, on a en tout cas, c'est vrai que c'est un peu la tendance dans nous, la profession, c'est qu'il y a un sujet et de se dire: «Bah, en fait, je vais, me brader». Sauf qu'effectivement, moi, j'adore ta démarche de te dire: «Bah, en fait, c'est totalement contre-productif parce qu'en fait, on est en train de détruire le marché, niveler, vers le bas, les prix». En fait, c'est même pas que valable pour le marché, de l'avocature. C'est également valable pour, tous les freelances, les créas. Parce qu'en fait, si on se mettait tous d'accord à un moment ou à un autre sur telle offre, que le prix c'est ça, en fait, il y aurait beaucoup moins de problématiques pour que les gens, en fait, en vivent beaucoup mieux en tant qu'indépendants. C'est un peu ce que tu expliques, quoi. Et puis, il y a une méconnaissance des mécanismes de vente. Moi, c'est pas des trucs que je raconte, c'est vraiment, c'est comme ça que c'est. Dans tout ce qu'on fait, si c'est trop peu cher, c'est suspect. En fait, quand on recherche des prix, moi, je vois qu'il y a 3 aspirateurs. Il y en a un qui est à 30 euros, un à 2000 et un à 800. Je prends celui à 800. Mais tout le monde prendra celui à 800. À moins de vouloir toujours le plus cher parce qu'on est du genre à... Donc, en fait, d'être face à quelqu'un qui, quand on est client, qui va nous donner un prix trop bas, c'est pas forcément motivant. Et en fait, c'est une méconnaissance des mécanismes de la vente, de la méthode, des outils. C'est que quand on vend quelque chose, on doit être pour certaines choses dans un prix de marché, pour d'autres non. Mais quand même, quand il y a un prix de marché, on peut être à la limite supérieure si ce qu'on fait, on considère que c'est mieux. Et moi, ce que je dis toujours quand j'accompagne des femmes, je dis, regardez le nombre de personnes qui vendent vraiment des trucs pourris, hyper chers. Moi, je sais que c'est pourri. Vous savez que c'est pourri. Ils ont réussi à le vendre. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent vendre et qu'à un moment donné, ils sont allés voir des gens qui avaient les moyens ou qu'ils ont réussi à rendre désirable ce qu'ils font. Et tu fais comment d'ailleurs? Tu vois, là, c'est un vrai cas pratique du coup. Qu'est-ce que tu imagines, je sais pas moi, tu vois, tu as une créa, elle veut faire un logo et puis en fait, comment elle fait pour qu'elle réussisse à vendre auprès du prospect? Parce que tu sais, bah, voilà quoi, tu as toujours, une espèce de peur, tu sais, de te prendre un vent par le prospect ou tu vois, et comment ne pas perdre de temps aussi, tu vois, à faire ton devis, tu vois? Il y a enfin tout ça en fait, c'est des questions peut-être, qui se posent. Heu, est-ce que tu as des conseils en fait à nous donner? La vente, c'est un processus. Et en fait, c'est vraiment le problème qu'on a aussi en France, où la vente, c'est pas une matière. Il n'y a pas d'école qui apprenne la vente. Tu vois, quand tu es en école de commerce, moi, j'ai dû faire un cours de vente. Et en fait, on est un pays d'ingénieurs et de lettrés.
Donc les grandes écoles, elles forment pas à être commerciales. Les grandes écoles, elles forment à être dirigeants d'entreprise, à être dirigeants d'institutions publiques, à créer des TGV, des machins. Le vendeur, c'est le blaireau qui arrive dans notre esprit. c'est le gars, allez, si le type il est ingénieur technico-commercial, allez, on le met un peu plus haut, mais c'est quoi? C'est le crétin qui arrive avec sa mallette et son cheveu gras. Jean-Claude Convenant, tu sais, à l'époque. C'est Jean-Claude Convenant, c'est l'agent immobilier, c'est le vendeur de voitures. Et c'est aussi ce que je répands comme parole, c'est que en fait, il faut être formé, il faut avoir du savoir-être, il faut avoir des outils pour pouvoir vendre. Mais première chose, il faut être en train de vendre un produit à la bonne personne et à un prix qu'elle peut payer. Demain, je veux vendre du savon Aesop à 120 €, je vais pas le mettre dans un truc où ça cible des gens modestes. Ah non, mais c'est totalement, ouais. En présence de gens qui achètent déjà des bougies diptyques et qui font régulièrement des cadeaux à des amis qui ont de l'argent. Donc là où souvent on va dire ah c'est le prix, mais parce qu'on sait pas qu'en fait une vente c'est plein d'étapes et que si on respecte pas ces étapes ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme ce que tu fais toi. J'imagine quand les gens te disent ah mais moi quand ils veulent créer leur boîte il faut que j'ai les statuts et puis est-ce que tu peux m'envoyer des statuts? Bah non en fait je vais pas t'envoyer des statuts parce que en fait d'abord je dois comprendre qui tu es. Dans quelle configuration tu es par rapport à tes associés, par rapport à ta situation familiale. Et à partir de ça, en fait, je vais regarder quelle est la meilleure solution. Ah mais c'est totalement ça. Enfin, et effectivement, je pense que parce que tu sais forcément, hein, enfin moi je suis à mon compte, mais tu te rends compte que tu vois, on se pose pas suffisamment, je trouve, pour réfléchir justement au process de vente, tu vois, au parcours un peu client qu'il pourrait y avoir, tu vois, ne serait-ce que des questions un peu comme ça. En fait, il y a toute une expertise derrière. C'est ce que tu nous expliques. Il y a toute une expertise. Alors après, tu vois, c'est plus ou moins importante ou large selon si on est dans une grosse boîte ou un petit truc. Mais si on reprend l'exemple d'une graphiste qui veut vendre son logo, en fait, elle va devoir déjà être sûre dans la découverte qu'elle va faire qu'elle a bien affaire à quelqu'un qui est en mesure d'acheter un logo et qui comprend pourquoi c'est important. Si c'est des gens comme j'en ai croisé qui se disent bon ben oui moi je crée ma boîte entre deux trucs parce que là je fais du conseil en attendant de retrouver un job correct, bah c'est des gens qui vont peut-être pas forcément investir de la même manière que si tu vas voir quelqu'un qui reprend une entreprise familiale alors que voilà c'est un projet depuis plusieurs années et qui veut vraiment faire un rebranding complet, créer un nouveau logo, une nouvelle identité et qu'il sait que c'est important pour les années à venir. Déjà avant même de rentrer dans une démarche commerciale, tu sais, c'est un peu comme les relations amoureuses, hein, c'est que de la relation humaine. Je veux draguer un gars, bah d'abord je vais valider qu'il est disponible. Non mais bien sûr. Si pas du tout dans le truc, je vais pas commencer à dire ah nana et l'inviter au resto et qu'au resto bon j'invite pas des hommes au resto comme ça, mais qu'une fois arrivé au resto, je me rends compte qu'il doit y aller parce qu'il doit libérer la nounou et qu'il a déjà 4 enfants de 4 femmes différentes. Donc déjà, on doit cibler les bonnes personnes, mais quand ils arrivent à nous, on doit avoir quelques questions qui nous permettent de virer les touristes. Parce que qu'est-ce qui est frustrant dans la vente? C'est dans ton taux de transformation, c'est-à-dire que tu allais chercher des prospects potentiels avec qui on va rentrer en communication. À nouveau, mettons que j'ai 6 amoureux potentiels, bah j'ai pas le temps de faire 6 dîners avec eux. Donc déjà, il faut que je sélectionne avec qui je vais aller dîner. Ouais, donc un peu comme dire, de toute façon, c'est pour ça que, en fait, ce qui m'amène à me dire, dans ton process de vente, c'est peut-être déjà bien déjà de donner une fourchette quand tu as quelqu'un, par exemple, qui te contacte en MP sur LinkedIn sur tel prestat, en fait, d'avoir déjà un ordre d'idée de combien c'est avant de faire un quelconque. Tu sais, c'est la question, est-ce que tu as du budget? Est-ce que combien tu es prêt à payer pour ça? Comme ça t'évite un certain nombre en fait, un peu de travail gratuit, non? Il y a un côté un peu comme ça, en fait. Un petit peu comme ça. Après, moi, je le ferai pas sur l'argent parce qu'il y en a qui le font quand ils le font en masse sur Internet tiens, notre truc, c'est pas moins de machin. Moi, je trouve que c'est assez inélégant parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir le budget et pas apprécier. Mais en fait, c'est un peu comme quand on forme les gens dans des boutiques de luxe à ne pas juger sur la tenue, mais à quand même observer ce que les gens ont. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des marques d'horlogerie et de joaillerie de luxe que gérait le groupe Richemont dans mon dernier job.
Quand tu rentres, ils regardent, ils savent très bien ce qui est de l'or, ce qui est pas de l'or, est-ce que c'est des diamants, pas des diamants, même si c'est une marque confidentielle de sac à main, ils savent ce que t'as. Et en fait, tout ça, ça leur donne des informations. Mais c'est pas non plus sûr. Tu peux très bien avoir un très très beau sac Hermès qui appartient à ta belle-mère et que tu as sorti pour l'occasion. Et puis, donc il va y avoir d'abord des indices qui nous disent est-ce que ce sont des gens qui sont en mesure de payer. Donc, par exemple, on va demander est-ce que vous avez des associés. On va trouver quelques questions qui vont nous permettre de voir est-ce que c'est quelqu'un qui est en mesure de payer. Quelle est l'indication que j'ai, moi, par exemple, dans mon métier, que les gens sont en mesure de payer de la journée de conseil au prix où je la vends? Ben, c'est qu'ils en ont déjà acheté. D'accord. Oui, donc en fait, tu dois, vis-à-vis de ton prospect, donc dans mon exemple, si tu as un prospect qui vient te voir, par exemple, sur LinkedIn, il y a quand même des indices. Ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a quand même des indices pour voir si, en gros, techniquement, avant même d'aborder la question du budget et du prix, qui peuvent te mettre un peu la puce à l'oreille en disant, bon, bah, en fait, en vrai, cette personne a le budget pour m'acheter. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui potentiellement peut comprendre qu'il y a un budget. Moi, je le vois vite, en fait. LinkedIn, rien que la façon dont on m'envoie le message, des fois, on m'envoie coucou, ça va. Ben, coucou, ça va, c'est pas un message professionnel. Donc, c'est out. Ah, ben, j'aimerais bien qu'on se parle pour se raconter ce qu'on fait. Ben non, en fait. J'aimerais bien savoir si vous avez des solutions, dites-moi ce que vous avez. Ça, c'est pas un message. Là, j'ai eu un pavé comme ça hier de quelqu'un qui m'a expliqué sa problématique en me disant, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut se parler? Donc déjà, en fait, on peut avoir plein de filtres, mais c'est des trucs où on les a en nous, en fait, parce que notre cerveau, et d'ailleurs c'est comme ça que fonctionne la peur, il a appris à faire plein de raccourcis. Donc, aussi qu'on voit dans les conclusions qu'on va faire, de se dire, bah tiens, il a une alliance, il est marié, elle a un gros diamant, elle doit avoir de l'argent ou son mari a de l'argent. Mais finalement, il y a plein de petits raccourcis qu'on fait dans notre tête. Et quand on regarde une boîte, déjà, c'est important de voir ce que eux-mêmes ont investi comme ce qu'ils ont investi jusqu'ici en eux-mêmes. La qualité du site internet, Oui. le profil des dirigeants, d'où viennent, tu vois, des dirigeants, par exemple, qui viennent de grands groupes et qui créent leur boîte sur un truc où tu sens que c'est assez prestigieux, qu'ils ont des locaux dans un bel endroit, ils ont potentiellement du budget. Non, je vois très bien. Mais tu sais, c'est un peu comme, tu sais, moi j'ai quelques fois par exemple, ça peut arriver. Hein, moi j'ai des clientes qui me disent, bon, elles ont travaillé avec certains start-upers. En fait, il s'avère que voilà, souvent il y a des espèces de demandes et en fait ça se conclut jamais. En fait, tu peux très vite effectivement te rendre compte en fonction de la typologie de ton prospect si, en fait, il est prêt à mettre, l'argent ou pas. Tu vois? Enfin, il y a un côté un peu comme ça, c'est ce que tu nous expliques. Il y a quand même des espèces de recherches quand même à faire. Mais je pense que tu as raison parce que c'est quand même viable, quelle que soit en réalité ta typologie de clientèle. Parce qu'en fait, moi, parce que plus je travaille pour les femmes et plus je me rends compte de quelle typologie de clientèle avec laquelle je me retrouve, hein. En gros, souvent, tu sais, elles sont en reconversion, elles ont réussi à négocier, une RC. Avant, elles étaient, cadres, CSP, tu vois? Donc en gros, elles avaient des très, très gros salaires, donc potentiellement, tu sais, elles sont parties avec un gros chèque. Donc tu vois, ça c'est par exemple des profils, potentiellement, je peux savoir si techniquement, c'est un prospect qui est sérieux ou pas, tu vois? Bah oui, bien sûr. Et après, tu vois, le plus difficile, c'est quand on démarre. Parce que au bout d'un moment, quand on en a fait depuis pas mal d'années, on commence à avoir un portrait robot. Moi, c'est pareil, hein. Tu vois, toutes mes clientes femmes, elles ont à peu près le même profil. Elles ont entre la quarantaine et il y en a des plus jeunes de temps en temps, mais entre 40 et 55. C'est des super bosseuses. Elles sont brillantes, elles sont bonnes dans ce qu'elles font. Elles ont fait pas mal d'études et puis elles passent leur temps à apprendre de nouveaux trucs. Donc alors je peux me lancer des fleurs en disant qu'en général, tu sais, elles te ressemblent. Non, mais c'est la réalité aussi, c'est la réalité. Mais les gens t'achètent aussi parce que, quelque part, tu leur ressembles. Et ben voilà, je suis ravie que tu dis ça parce que tout le mécanisme de la vente aussi va se faire là-dessus. C'est-à-dire que euh, on va avoir des gens qui vont avoir envie de travailler avec nous parce qu'ils sentent qu'on va résoudre des problèmes pour eux. Et le problème, en fait, quand on vend, quand on sait pas vendre, c'est qu'on arrive et qu'on dit, bon, bah, alors voilà, moi j'ai ça, ça, ça. Tout le truc doit être dans comment je comprends ce que l'autre a à faire. Tu vois, si je prends là ton persona je prends une femme de 45 ans qui est en reconversion, qui a bossé dans des grosses boîtes, qui crée sa boîte.
Elle a bossé dans des grosses boîtes, donc elle sait très bien trouve qu'il y a des fournisseurs, qu'il y a des gens qui sont freelance, qu'on va devoir payer des prestataires sur certains trucs. Elles ont une idée d'une gestion de budget. Elles sortent pas j'allais dire d'un cabinet d'avocats, mais de chercher un truc qui soit éloigné du monde de l'entreprise, mais quelque part, parce que en fait, moi je me moque toujours des avocates, mais parce que je les aime bien et je me dis souvent, moi je rêvais d'être avocate, tu vois, j'aime bien les avocates. Mais elles ont des agendas papier. Donc, tu vois, on n'en est pas à ce que moi, je leur automatise les process avec de l'IA. Ouais, on est un peu loin. Je suis assez d'accord parce qu'en fait, moi, je le prends très très bien, hein, le fait que tu te moques des avocats. Et il y a des avocates justement qui écoutent aussi le podcast et c'est vrai que oui, tu vois, la vision entrepreneuriale appliquée à la profession, elle est assez récente au final. Donc tu sais, on est beaucoup aussi à pas se voir comme des prestataires de services, qui n'est clairement pas mon cas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter sur le podcast parce qu'en fait, je sais très bien, même si c'est une prestation juridique, au final il va se poser à un moment ou à un autre, en fait, bon, bah, t'as besoin de manger, comment tu fais, en fait, pour vendre? Donc, en fait, les techniques dont tu viens de nous parler, elles sont clairement applicables aux professions libérales. Par ailleurs, voilà, dans le respect de nos règles, qui sont applicables à nous, déontologiquement parlant. Mais je pense qu'effectivement, elles sont clairement applicables. Comment tu fais pour répondre à un «c'est trop cher»? Bien, ça tombe bien parce que tu sais, je me disais que j'avais pas répondu à la fin de la question. En fait, c'est trop cher, soit parce que les gens n'ont pas les moyens, soit parce que on n'a pas réussi à valoriser ce qu'on fait. Souvent, moi, je le vois exactement quand je fais appel à des prestats, comment ils me répondent. Il y a une gêne. Il y a une gêne quand on annonce le prix. Et donc, moi, quand quelqu'un est gêné, je suis gênée. Parce que, en fait, si tu me dis, je te donne l'exemple j'appelle par exemple une avocate pour lui demander, je lui dis, tiens, je dois refaire mes CGV, qu'est-ce que je fais? Et en fait, sa réponse, parce que c'était quelqu'un que je connais, du coup, elle était un peu mal à l'aise, elle me dit, ah, ben écoute, je sais pas, je vais regarder. Et ben, en fait, moi, ça me met tout de suite en stress. Parce que je me dis, elle est en train de réfléchir, de voir, ça veut dire que, bah, c'est comme on m'a dit, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est quoi? Bah, tu sais quoi, les CGV, ils prennent des trucs, ils prennent un contrat qui existe déjà, ils font recherche et remplace et tout ça. Et tu pourrais le faire toi-même, tu reprends les CGV de quelqu'un, tu modifies ce qu'il y a à modifier. C'est pas vrai du tout. Si elle m'avait dit, bah écoute, je te propose qu'on prenne un quart d'heure, qu'on reprenne rendez-vous, qu'on prenne un quart d'heure, je vais te poser des questions, puis je vais voir où situe tes besoins, et à partir de ça, je vais voir de quoi tu as besoin. En fait, pour tout te dire, les CGV, comme c'est ce qui te protège, on pourrait prendre des trucs standards, mais en réalité, il y a bien des spécificités dans le type de client que tu as qui font que, par exemple, sur les délais d'annulation des formations, c'est hyper important que tu aies quelque chose qui soit à la fois légal et à la fois bien ficelé pour te protéger, mais qui n'ait pas l'air de léser le client. Mais en fait, moi, je vais réécouter 10 fois, tu sais, au fur et à mesure, ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement ça, tu vois? C'est le discours. En réalité, moi, je vends des CGV, donc tu vois, c'est drôle parce que c'est vrai que c'est clairement, ce qui se passe, parce qu'on a trop l'impression aujourd'hui, en plus, avec, tu sais, l'ubérisation du marché du droit, en fait, que tu sais, tu peux prendre n'importe quel modèle et ton exemple est très bien, en fait, en termes de, bah, justement, en termes de vente. C'est aussi cette question de plus-value que tu vas pouvoir apporter pour faire en sorte que ton client ne soit pas lésé et en fait qui explique pour le coup le prix que tu vas lui annoncer et surtout ne pas bafouiller quand tu parles de ton prix parce qu'il y a aussi ce truc. Et puis après, quand les gens me disent oui, mais il y a un truc où c'est automatisé sur Internet, je dis ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que toi, si tu as tes analyses et que tu veux savoir si tu as un cancer, tu préfères demander à ChatGPT ou à un oncologue? Oui, c'est vrai. Ben écoute, c'est simple, hein. Moi, j'ai pas du tout d'inquiétude sur le fait que ChatGPT ne va pas remplacer le cerveau humain, il ne peut pas, tu vois. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un n'arrive pas, qu'on lui dit que c'est trop cher, on va toujours nous dire c'est trop cher. C'est trop cher. Le premier truc, ça peut dire que, en fait, je te dis ça, c'est un peu le c'est pas toi, c'est moi des ruptures amoureuses. C'est beaucoup plus simple de dire c'est trop cher que j'ai pas du tout aimé votre attitude pendant tout le processus de vente. Mmh. Ou je vous fais pas confiance, vous êtes tout le temps en retard, machin. C'est hyper difficile, même quand t'aimes pas quelqu'un, c'est hyper difficile de lui dire en face. Non, mais c'est sûr, hein. Moi, tu vois, ça peut m'arriver aussi parce que ça devrait pas être une honte, je trouve, de dire: «En fait, tu es trop cher, en fait, j'ai pas le budget actuellement», mais il n'empêche que j'ai beaucoup apprécié notre échange en amont. Ouais. Mais le c'est trop cher, déjà, voilà, ça peut être juste une excuse. Ensuite,
c'est peut-être trop cher par rapport à ce que les gens avaient imaginé. Et ça, c'est important aussi de valider avec eux. Est-ce que vous aviez un budget en tête? Est-ce que vous avez fait des recherches et vous avez déjà une idée des choses? Pourquoi? Parce qu'il va falloir les accompagner à déconstruire cette première idée qu'ils avaient des choses. Et souvent, en fait, on reste bloqué à un truc parce qu'on a peur de poser des questions, on a peur que ce soit agressif ou mal pris. Moi, je pose des questions sur plein de trucs, quoi. Tu vois, là, je suis allée... attends, je termine ce que je te raconte, parce qu'on me dit toujours que tu m'éparpilles, donc je vais terminer déjà, parce que je suis la reine de l'anecdote, de l'anecdote, de l'anecdote. Donc en fait, le c'est trop cher, il faut dire, bah écoutez, voilà, est-ce que moi j'ai bien répondu en fait dans mon offre là, est-ce que je réponds bien à ce que vous m'avez demandé? Donc en fait, le premier truc, c'est vraiment de poser des questions et de comprendre, c'est de faire connaissance. Pourquoi est-ce que vous voulez ces CGV? Quel type de client vous avez? Quelles choses vous pensez qui peut arriver, ou qu'est-ce qui vous est déjà arrivé parce que vous n'aviez pas de CGV? Qu'est-ce qu'on vous a raconté autour de vous et que nous-mêmes, on ait une petite anecdote à raconter? Bah écoutez, c'est bien que vous me veniez me voir parce que moi, récemment, j'ai eu une cliente qui m'a dit blablabla que en fait, elle a eu tel problème parce que voilà. Donc déjà, on est en train de leur montrer qu'on est de leur côté et qu'on a compris. Et on commence déjà à rentrer dans leur confiance parce que en fait, on a bien écouté, on a bien après reformulé et montré qu'on avait compris. On a sur pourquoi c'était important. On les a aussi valorisés en disant, je trouve que c'est bien, ça se voit que vous prenez votre boîte au sérieux, ça fait plaisir, c'est rare les gens qui démarrent. Faut que ce soit, tout ça, faut que ce soit sincère. Si c'est pas authentique, si c'est pas un truc qu'on pense, ça sort dégueu. Enfin, selon moi. Donc moi, quand je suis dans le compliment comme ça, c'est que je le pense en fait. Tu vois, quand j'ai des clientes qui sont carrées, qui m'envoient tout en temps et en heure, je leur dis, ça fait plaisir de bosser avec quelqu'un de carré. Tous besoin d'amour et de reconnaissance. Donc, la première reconnaissance, c'est de reconnaître l'autre et de montrer qu'on a bien écouté et compris où il en était. Je comprends que c'est pas facile parce que vous êtes au début, vous devez pas avoir un budget énorme, mais quand même, je suis assez impressionnée qu'il y a quelqu'un qui vous a conseillé autour de vous ou c'est vous qui vous y connaissez un petit peu en droit. Je trouve ça chouette que vous soyez arrivé jusqu'à moi pour parler des CGV. Maintenant, je comprends que vous êtes aussi à une période qui est le début, donc je vais voir ce que je peux faire pour que ça rentre quand même dans un budget entrepreneur. Vous inquiétez pas, je vous taperai pas le tarif que je fais payer à une grosse PME. Mais dites-moi en plus que moi, je vois le niveau d'adaptation qu'il y a et au terme de notre entretien, je vous donnerai une fourchette. Ou bien je vous rappelle tout à l'heure pour vous donner un prix, mais il faut que je regarde un petit peu. Peut-être que j'ai des choses qui existent, que je peux réadapter un petit peu. Déjà, en fait, tout le stress que la personne avait sur le prix, et sur ce que tu vas faire, et est-ce que c'est des bonnes choses, est-ce que c'est pas du surdimensionné, toutes les peurs que la personne elle avait, elles commencent en fait à descendre. Et il faut réussir à se projeter quand on vend à comment nous on est en tant qu'acheteur. Quand on doit acheter une maison ou un appartement, par exemple, on a l'excitation, peut-être qu'on s'installe avec son chéri, sa chérie, ou on en a marre d'être là, on va ailleurs. On a l'excitation de la prise de décision. Elle dure pas longtemps, parce qu'après tu tombes dans la réalité de la recherche. Donc t'as une espèce de courbe qui monte, qui descend. Et en fait, il y a des émotions qui sont normales que les gens vont avoir, mais que nous, on doit accompagner quand même. Donc moi, quelqu'un qui arrive vers moi, il a peur que ce soit trop cher, il a peur que je lui vende du rêve. Je sais avec quelle peur il arrive, mais si je le sais pas, moi je le sais parce que je fais ça depuis tellement longtemps, je vois un petit peu dans la tête des gens leur attitude, sur quoi il y a des choses, mais je pose des questions claires aussi. Il ferait aujourd'hui que, est-ce que c'est clair pour vous ce que je vous ai expliqué? Qu'est-ce qui ferait qu'on travaillerait ensemble? Qu'est-ce qui ferait qu'on travaillerait pas ensemble? Qu'est-ce qui ferait qu'on travaillerait ensemble? Les gens te disent déjà les points forts qu'ils ont vus, ça te permet d'apprendre ce que les gens voient de toi. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que, alors moi, j'avoue, hein, je bois en fait les paroles de Nouad. Et je pense que si vous êtes avocate comme moi ou bien, enfin peu importe, hein, même si vous faites, on va dire, de la prestation intellectuelle ou vous vendez des services en fait à des clients, en fait tout le process que tu décris, on le fait assez rarement parce qu'en fait on va envoyer juste, tu sais, une espèce de propale, un devis, tu vois, par mail et en fait advienne que pourra, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça. Où est-ce qu'en fait, Et après, tu rappelles. ouais, et en fait, du coup, il y a même pas cet échange un peu enfin, c'est pas un peu constructif, un peu constructif, pardon, même extrêmement constructif parce qu'il y a une relation humaine en réalité. Quand je t'entends en tous les cas parler, qui va se créer même par rapport à ton potentiel acheteur. En fait, c'est ça le sujet, c'est que certes, tu es prestataire aujourd'hui, mais bon, ok, on a tous compris qu'on était tous des professionnels, hein, mais dans les faits, ça peut rendre quand même beaucoup plus agréable ta relation, on va dire, avec ton acheteur, parce qu'il y a une vraie volonté. Tu montres en fait à l'acheteur, ton potentiel acheteur, que tu comprends mieux au final
quels sont ses enjeux même, tu vois, d'un point de vue financier, parce que c'était notre exemple, c'est trop cher. Et puis il y a aussi d'autres enjeux parce qu'il a sans doute d'autres craintes et tout. Et de par ce dialogue, peut-être que, en fait, tu peux réussir à désamorcer truc de se dire, bah, en fait, je vais me contenter de la payer. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça que je trouve assez intéressant en fait au final. Mais c'est encore plus que ça rajoute un petit peu, c'est que c'est le fondament d'une relation commerciale de vendre un truc. En fait, pourquoi, si on reste sur les avocats ou même les graphistes, qui sont un peu plutôt des artistes, ils tombent toujours dans des trucs, dans des affres pas possibles dès qu'il faut faire un devis ou c'est que il y a pas la méthode pour expliquer les choses et que en fait il y a pas la compréhension. On a l'impression que ce sont des décisions rationnelles. 100% de nos décisions, elles sont émotionnelles. On va rajouter des rationalités derrière pour l'expliquer, mais c'est que nos émotions qui vont faire que. Alors, c'est aussi de la manipulation la vente, hein, mais c'est de la manipulation qui est plutôt positive. Moi, j'ai jamais vendu des trucs à des gens en les arnaquant ou en n'étant pas présente par rapport à ce que ce sur quoi je m'étais engagée. Mais moi, en fait, il n'y a pas de truc où je balance un devis comme ça. Il n'y a pas, genre, je parle quelques minutes au téléphone et je balance un devis. Ça n'existe pas. En fait, je passe pratiquement 1 heure ou 1 heure et demie en entretien la première fois avec quelqu'un. Ça pourrait durer moins longtemps. Moi, je suis bavarde et puis je pose plein de questions, je raconte plein de trucs et j'aime bien qu'il n'y ait pas une limite de temps. C'est peut-être pas l'optimum. Normalement, ça devrait être plus court, plus rythmé et tout ça. Mais moi, ça me va parce que, en fait, les gens ont vraiment le temps de me raconter des trucs. Un bon entretien de vente, un premier entretien de vente, même s'il dure 20 minutes, nous, on devrait parler que le 9e du temps. Vraiment, moi, j'ai eu des trucs où les gens ressortent, ils sont hyper contents, ils ont parlé 55 minutes, j'en ai parlé 5. Oui, parce que c'est des. En fait, oui, au final, ah mais en fait, je trouve ça extraordinaire ce que tu nous racontes parce que c'est vrai que moi, enfin, vraiment pour être très franche, je l'envisageais pas de cette façon. Et je me rends compte aussi, tu sais, il y a le côté un peu, tu vois, sur la vente, il y avait un truc un peu sale, forceur, tu vois, des trucs un peu négatifs. Et je suis très contente que justement, bah, tu expliques qu'il y a justement cette relation humaine au final qui se crée. Et en réalité, celui qui va t'acheter, il a aussi besoin en fait de ça, de comprendre aussi et d'avoir qu'on comprenne lui en termes de besoins, tu vois. Et qui sentent que c'est quelqu'un avec qui ça va être facile de travailler. Tu vois, là, comme je prépare moi mon propre podcast pour une sortie bientôt, je travaille avec INSAF là-dessus et en fait on discutait un peu des sujets et ça la faisait rire parce que je lui donnais un peu mes sujets commerciaux et mes techniques. Moi, je lui disais, moi, mon meilleur client, c'est celui qui a pas le temps ou qui est feignant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais tellement le mettre dans le confort et à chaque fois qu'il va penser à moi, il va penser à un truc où c'est avec elle, il y a pas de problème. Et mes clients me le disaient en fait, parce que un moment, tu commences à travailler avec un client, même dans le corporate où c'est vraiment potentiellement le bazar, quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, que si on n'arrive pas à te joindre, c'est compliqué. Et en fait, moi, je me disais, tu vois, comme moi, il y a des gens, quand je pense à eux, ils m'énervent, et quand je pense à eux, j'ai une pensée positive. Je voulais que mes clients, quand ils pensent à moi, ils aient toujours une pensée positive. Ouais, je vois. Et même quand je vais en rendez-vous, des fois, quand je vois des commerciaux aujourd'hui qui racontent leur vie, moi, je raconte ma vie, mais sur des anecdotes marrantes, j'arrive, je mets une carapace. Je n'existe pas en tant qu'individu avec mes émotions à moi, elles n'ont pas d'importance. Je rentre chez un client, c'est comme si j'étais psy. Je suis pas là pour lui raconter que moi, c'était chaud ce matin, que j'ai eu du mal à me lever, parce que, en fait, je suis un peu en dépression en ce moment et que c'est fini avec mon mec. Ils s'en foutent, quoi. Vraiment. Pas parce qu'ils nous aiment pas. Parce que en fait, il y a une mécanique de prise en charge. Quand tu es enfant, tu t'en fous de tes parents s'ils sont fatigués ou pas. C'est leur rôle de prendre soin de toi. Il faut que tu atteignes un certain âge pour avoir de l'empathie pour tes parents. Sinon, c'est l'autorité, c'est l'hôtel, c'est ce que tu veux, mais quand tu es dans une relation commerciale, et vraiment, il faut se projeter nous-mêmes quand on est dans une relation commerciale, une fois qu'on a donné un brief complet, la moindre question nous gonfle. Je t'ai donné toutes ces infos, j'ai passé 1 heure avec toi, me rappelle pas pour me demander où est mon sirette alors qu'il est sur Internet. Oui, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Non, mais extrêmement intéressant en fait ce que tu me racontes. Ben Nouad, le temps file et en fait tu nous as donné tellement de conseils en fait et moi je bois forcément tes paroles parce qu'encore une fois, tu sais, je trouve ça extrêmement important le fait de rappeler qu'il y a quand même, enfin tu sais que tu remettes un peu l'humain dans cette relation commerciale au final. C'est pas qu'un rapport
tu vois, de cash, d'argent. Parce que tu vois, en fait, moi, quand je t'ai invité, hein, vraiment, pour moi, c'est le truc un peu, bon, en fait, on va parler beaucoup d'argent, mais en fait, au final, ce que tu nous expliques, c'est pas forcément ça. Donc, on va arriver à la dernière question. Donc, tu n'es pas sans savoir que mon podcast s'appelle L'Horreur. Et en fait, il évoque le droit des femmes dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui? Ben de pas rester seule, tu vois, d'aller chercher, mais chercher des gens autour d'elles qui leur veulent du bien, soit des hommes brillants qui ont réussi, qui sont pas jaloux d'elles et qui veulent les aider et leur donner des conseils, soit d'autres femmes qui peuvent les aider. Mais c'est surtout, il y a quand même une grosse partie qui est dans la liberté qu'on prend. Moi, je parlais de confiance en soi maintenant, mais je trouve ça un peu galvaudé. Mais c'est la liberté qu'on prend de faire des choses comme on a envie de les faire. Si on est dans un milieu de pas entrepreneur, si on a envie de faire des choses qui nous vraiment de se faire confiance sur son intuition et puis de voir la valeur qu'on a quoi. Tu vois, j'en parlais avec Insaf hier, elle me disait qu'elle se souvenait que je lui avais dit moi j'ai pas vocation à écouter des nanas dire que ce qu'elles ont mangé est trop gras, qu'elles sont trop grosses et qu'elles sont moches quoi. Et en fait tant qu'on est dans des trucs un peu d'autoflagellation, de excuse-moi d'exister, ben en fait, ça aide pas à avancer, à se positionner comme écoute, moi je suis une expert. Pourquoi est-ce que je te fais payer? Je pourrais même te les faire payer 10 000 € tes CGV parce que dedans il y a tellement d'expertise, ça va t'apporter beaucoup de choses quoi. Tu le vois pas, mais je suis en train de te le montrer et je vais être là pour t'aider. Donc on peut avoir de la douceur et ce côté care qu'ont les femmes. Et moi je l'ai, mais ça n'empêche pas d'être déter et de dire non, le prix c'est ça quoi. Ah, j'adore. Bah écoute, c'était extrêmement intéressant comme échange. Comment on fait pour te retrouver en fait si on veut faire appel à tes services, Nouad, dis-moi. Eh bien, je suis sur LinkedIn, donc c'est Nouad et la fille et machine de guerre commerciale. Sur Insta, je suis un peu en pause, ça va revenir, mais j'ai un compte aussi qui s'appelle Nouad _ et la fille. Et puis il y a mon numéro sur Google, voilà. Donc les gens peuvent me Ouais. contacter par texto, par Bah téléphone. super, bah je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. Bon, en plus, tu sais, tu nous as annoncé que tu avais ton podcast. Tu vois, donc en fait, t'as plus le choix, mais il faut juste que tu le sortes, quoi. Donc, Ça m'a beaucoup excité l'idée de le faire. Et j'ai plein de choses à raconter. Puis j'ai envie d'inviter des acheteurs. Je veux que les gens nous disent comment ils achètent. Enfin, il y a plein de choses super qui devraient y être. Donc ouais, il sera là mon podcast. bah trop bien. Bah merci encore à toi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore à toutes de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci.